Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance d'exercice corrigé sur le chapitre d'écrire un mouvement en classe de seconde. Nous verrons aujourd'hui une série de 4 exercices qui se focalisent sur le calcul de vitesse instantanée et le tracé de vecteurs vitesse. Je vous invite à télécharger ces 4 exercices dans la description de la vidéo et à tenter de les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Dans le premier exercice, nous allons étudier le mouvement d'un surfeur en Dordogne. Donc le surfeur il va se déplacer sur une vague et nous allons avoir ces différentes positions successives qui sont prises toutes les 0,10 secondes. Vous avez également l'échelle spatiale du document qui vous est fournie puisque l'on vous dit que 1 cm sur le document représente 50 cm dans la réalité. Donc retenons bien ces informations essentielles qui sont nos échelles spatiales et temporelles et qui vont nous permettre de caractériser correctement notre mouvement. Et passons à la première question où on nous demande quel est le référentiel choisi pour l'étude de ce mouvement. Le mouvement du surfeur, il est étudié par rapport à la surface de la Terre. On utilise donc ici le référentiel terrestre. On souhaite ensuite décrire le mouvement. On s'aperçoit assez facilement que les points successifs occupés par le surfeur, ils forment une ligne droite. Donc la trajectoire décrite par notre système étant une droite, cela signifie déjà que le mouvement du surfeur, il est rectiligne. De plus, si on vient mesurer l'écart entre deux positions successives, quelles qu'elles soient, on s'aperçoit qu'il est toujours de 1,5 cm sur notre document. Le surfeur, il va donc se déplacer à une vitesse constante. Et par conséquent, le mouvement, il est également uniforme. Pour résumer, nous sommes en présence d'un mouvement rectiligne uniforme. On souhaite à la troisième question calculer la vitesse du surfeur, dans un premier temps en mètres par seconde, puis dans un second temps en kilomètres par heure. Nous allons donc chercher quelle est la distance parcourue par le surfeur entre deux positions. On sait qu'entre ces deux positions, notre surfeur il se déplace de 1,5 cm sur notre papier, mais nous souhaitons connaître la valeur réelle de ce déplacement. Et pour cela, nous allons utiliser l'échelle spatiale qui nous est donnée, à savoir que 1 cm sur le schéma, ça correspond à 50 cm dans la réalité. Et par conséquent, un déplacement de 1,5 cm sur le schéma, il correspondra à un déplacement de 75 cm dans la réalité. Même si ces valeurs elles sont assez simples et parlantes dans cet exemple, il est bon de faire un tableau de proportionnalité pour ce type d'exercice afin de déterminer la valeur souhaitée avec un produit en croix. Finalement, notre surfeur il parcourt 75 cm entre deux positions. Attention, si on veut calculer une vitesse en mètres par seconde, il nous faut exprimer la distance en mètres. Notre surfeur il parcourt donc 0,75 mètres, et ce, toutes les 0,10 secondes, puisque l'échelle temporelle ΔT nous indique qu'entre deux positions, il s'est écoulé 0,10 secondes. Puisque nous avons la distance en mètres et le temps en secondes, nous pouvons donc aisément calculer la vitesse en mètres par seconde en divisant l'un par l'autre, 0,75 par 0,10, et on obtient que le surfeur se déplace à une vitesse de 7,5 mètres par seconde. On souhaite ensuite convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Et pour cela, on pourrait détailler le calcul en trouvant combien de mètres le surfeur va faire en une heure, puis convertir les mètres en kilomètres. Mais comme nous l'avions vu lors de la séance d'exercice précédente, il suffit pour passer de mètres par seconde en kilomètres par heure de multiplier la valeur par 3,6. Et à l'inverse, pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser la valeur par 3,6. Et dans tous les cas, la vitesse de notre surfeur, elle sera bien de 27 km/h, puisque 7,5 fois 3,6, ça nous donne 27. Enfin, on va vouloir représenter un vecteur vitesse au point 4 en utilisant une échelle de 1 cm pour représenter une vitesse de 10 km/h. Ici, pour tracer un vecteur vitesse, on devrait calculer la vitesse instantanée, donc entre les points 4 et 5. Mais finalement, nous l'avons déjà fait puisque la distance entre deux positions successives, elle est toujours la même au cours de notre mouvement, puisque le mouvement il est uniforme. Et donc la vitesse V4, la vitesse au point 4, elle vaut 27 km/h, comme à chacun des points. Maintenant, si on souhaite utiliser une échelle de 1 cm sur le schéma pour représenter une vitesse de 10 km/h dans la réalité, nous allons devoir dessiner un vecteur qui va mesurer 2,7 cm, ce qui représentera bien les 27 km/h auxquels se déplace notre surfeur. Une fois de plus, les valeurs elles sont simples dans cet exercice, mais il est toujours bon de faire un tableau de proportionnalité entre les valeurs sur le schéma et les valeurs réelles pour pouvoir justifier et pour pouvoir réaliser un produit en croix, notamment lorsque les valeurs elles deviennent plus compliquées. Nous pouvons donc représenter notre vecteur vitesse V4 qui doit bien mesurer 2,7 cm.
il doit être appliqué au point 4 et il doit aller dans le sens du mouvement, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, puisque c'est par là que se déplace le surfeur. Passons au second exercice avec le mouvement cette fois d'une personne en roller qui va vers un tremplin. Donc il s'élance sur le tremplin et réalise un salto avant de redescendre. La première question de cet exercice, elle consiste à déterminer plusieurs phases au cours de ce mouvement. On peut déjà trouver une première phase durant laquelle la personne s'élance vers le tremplin. Elle est alors en accélération puisque la distance entre les différentes positions augmente. Nous avons donc un mouvement qui est accéléré entre la position E0 et la position E3. Puis on constate que lors d'une seconde phase, lorsque la personne monte sur le tremplin et s'élance dans les airs, la distance entre les positions successives va diminuer, ce qui signifie qu'à ce moment-là, la personne elle est en train de ralentir. Nous avons donc entre les positions E3 et E7 un mouvement décéléré. Enfin, pour ceux qui ont pris le temps de bien mesurer, on pourrait quasiment trouver une troisième phase lorsque la personne en roller arrive au sommet de sa trajectoire où le mouvement il est uniforme, puisque la distance entre les points E7 et E8 elle est égale à la distance entre les points E8 et E9. Enfin, il y a forcément une dernière phase que tout le monde doit trouver qui commence au point E9 et qui termine à la fin du mouvement, durant laquelle la personne reprend de la vitesse au fur et à mesure qu'elle se rapproche du sol. Donc du point E9 au point E14, le mouvement il est accéléré. Pour récapituler, nous avons donc 4 phases différentes au cours de ce mouvement. Une première avec un mouvement accéléré, une seconde avec un mouvement ralenti, une troisième toute petite avec un mouvement uniforme au sommet de la trajectoire, puisque la vitesse est constante à cet endroit-là, et une dernière avec un mouvement accéléré de nouveau. Pour la seconde question de l'exercice, on souhaite calculer les valeurs des vitesses instantanées V1, donc la vitesse au point 1, et V8, donc la vitesse au point 8. Et pour ce faire, comme nous l'avons vu dans le cours, nous allons utiliser la méthode dite du point d'après. Donc pour V1, nous allons mesurer la distance qui sépare le point E1 du point d'après. Et en mesurant cette distance entre E1 et E2, sur notre papier, on trouve 2,7 cm. Attention, cette distance est une distance mesurée sur le schéma, elle ne correspond pas à la réalité. Donc ce n'est pas celle qu'on va appliquer dans la formule. Il faut dans un premier temps voir combien cette distance elle vaut dans la réalité. Pour cela, on va se servir de l'échelle spatiale qui nous est fournie sur le document. Et en l'occurrence, on voit 15 cm sur notre papier, sur notre document. Ça correspond à 0,5 m dans la réalité. Du coup, 2,7 cm sur le papier, ça va correspondre à quelle distance réelle? Et pour trouver cette valeur, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. Puis en faisant notre produit en croix, on trouve que la distance qui sépare les positions E1 et E2, elle vaut 1,35 m dans la réalité. Nous pouvons donc appliquer la formule nous permettant de trouver la vitesse instantanée au point 1 en divisant notre distance réelle en mètres par l'échelle temporelle utilisée en secondes, à savoir le temps qui sépare deux positions successives. C'est donc 0,20 secondes dans cet exercice. Et finalement, notre vitesse instantanée au point 1, elle vaut 6,75 mètres par seconde. On souhaite ensuite trouver la vitesse instantanée au point V8. Nous allons donc répéter la même méthode, dite du point d'après, et mesurer la distance sur le schéma entre E8 et E9, qui vaut cette fois 0,9 cm. Et étant donné l'échelle spatiale qui nous est donnée, à savoir que 1 cm sur le schéma correspond à 0,5 m dans la réalité, notre distance entre E8 et E9, elle sera de 0,45 m dans la réalité, ce que l'on peut retrouver à l'aide d'un tableau de proportionnalité et en faisant un produit en croix. Finalement, notre vitesse au point 8, elle vaut 0,45 m divisé par 0,20 secondes, puisque l'échelle temporelle est toujours fixée à 0,20 secondes, soit une vitesse de 2,25 mètres par seconde au point 8. On souhaite pour la dernière question représenter les vecteurs vitesse à ces deux instants, en utilisant comme échelle 1 cm sur le schéma pour 2 mètres par seconde dans la réalité. Donc une vitesse de 2 mètres par seconde, elle doit être représentée par un vecteur qui mesure 1 cm. Pour savoir la taille des vecteurs à représenter, il va donc nous suffire de diviser par 2 les vitesses calculées. Ainsi, le vecteur V1, il devra mesurer 3,4 cm, puisque 6,75 divisé par 2, ça nous fait environ 3,4. Puis on va aller le représenter en partant du point E1, tangent à la courbe et allant dans le sens du mouvement, donc vers E2.
Enfin, le vecteur V8, il devra lui mesurer environ 1,1 cm, puisque la vitesse au point 8 était d'environ 2,2 mètres par seconde. Ce vecteur, lui aussi, il doit être tangent à la courbe, et il doit aller dans le sens du mouvement, à savoir vers E9. Troisième exercice sur les vecteurs vitesse, on s'intéresse à présent à un skieur qui s'élance sur un tremplin, et on va regarder sa trajectoire à partir du moment où il s'élance dans les airs. La trajectoire elle est définie par 10 points, 10 positions successives donc du skieur, qui sont repérées toutes les 40 millisecondes. Nous avons également l'échelle spatiale du document qui nous est fournie, à savoir qu'1 cm sur le schéma correspond à 2 mètres dans la réalité. Et nous allons répondre à une série de 3 questions, la première étant de donner les caractéristiques du vecteur position M5, M6. Vous le savez, un vecteur, il a 3 caractéristiques bien précises. Une direction, un sens et une intensité, que l'on représentera grâce à la norme du vecteur. On peut à cela ajouter que le point d'application du vecteur, il doit également être choisi avec précaution. Et dans le cas du vecteur position M5, M6, le vecteur il doit bien s'appliquer au point M5. La direction de ce vecteur, ce sera la droite qui passe par les points M5 et M6. Ici, on peut presque qualifier cette direction d'horizontale, puisque si vous regardez bien entre les points 5 et 6, le skieur il est au sommet de sa trajectoire, et il va donc pendant un court laps de temps rester à la même hauteur. On n'aura pas de variation d'altitude entre les points M5 et M6. Concernant le sens de ce vecteur, il va vers M6, autrement dit, il va vers la droite, puisque notre skieur il se déplace de la gauche vers la droite. Et enfin, pour l'intensité de ce vecteur, nous allons devoir calculer sa norme, pour connaître la taille du vecteur, comment nous allons devoir le représenter. Donc pour cela, nous allons utiliser l'échelle spatiale qui nous est fournie sur le document, à savoir que 1 cm sur le schéma doit correspondre à 2 mètres dans la réalité. Et si on regarde le déplacement effectué par le skieur entre les points M5 et M6, on s'aperçoit que sur le schéma, il est de 0,5 cm. Et cette distance parcourue par le skieur entre les points 5 et 6 correspond donc à 1 mètre. La norme du vecteur, elle est donc de 1 mètre. Et étant donné l'échelle spatiale fournie, 1 mètre, nous allons devoir le représenter par 0,5 cm sur le schéma. Nous avons donc un tout petit vecteur position, M5, M6, dont nous avons donné toutes les caractéristiques et que nous pouvons tracer correctement. À la deuxième question, on souhaite maintenant donner les caractéristiques du vecteur vitesse V5, représentant la vitesse du skieur au point 5. Donc le vecteur vitesse V5, il va s'appliquer lui aussi au point M5, puisque c'est la vitesse du skieur à ce moment-là. Pour la direction, ce vecteur doit être tangent à la courbe, comme pour tous les vecteurs vitesse. Son sens doit être celui du mouvement, donc il doit aller vers M6. Et sa norme, elle va dépendre de la valeur de la vitesse instantanée V5. Nous allons donc diviser la distance M5-M6 par delta t pour connaître cette vitesse. Donc ce sont des choses que nous avons déjà vues à la première question. En effet, nous avions déjà mesuré la distance entre les deux points qui était de 0,5 cm sur le schéma et qui correspondait à 1 mètre dans la réalité. Donc pour connaître V5, nous allons diviser la valeur réelle du déplacement, à savoir 1 mètre, par l'échelle temporelle delta t. Et attention pour le delta t, pour l'échelle temporelle, elle est ici donnée en millisecondes, ce qui est assez fréquent dans les exercices. Il faut donc bien convertir en secondes pour obtenir des vitesses en mètres par seconde. Donc 40 millisecondes, ce sera 0,04 secondes. Si vous êtes à l'aise avec la calculatrice scientifique, vous pouvez également directement rentrer dans votre calculatrice 40 fois 10 puissance moins 3. Et finalement, la valeur de la vitesse au point 5, qui correspond à la norme de notre vecteur V5, elle vaut 25 mètres par seconde. À la troisième question, on souhaite tracer ce vecteur vitesse V5 sur le schéma. Et il faut pour cela choisir une échelle appropriée. Cela va être assez facile de tracer le vecteur étant donné que nous avons donné toutes ces caractéristiques à la question précédente. Il ne nous reste finalement plus qu'à choisir une échelle cohérente pour représenter cette vitesse. On peut par exemple choisir une échelle de vitesse où 1 cm sur le schéma représente 10 mètres par seconde dans la réalité. Ce qui fait que notre vecteur vitesse V5, dont l'intensité est de 25 mètres par seconde, il serait représenté par un vecteur mesurant 2,5 cm.
Donc avec cette échelle, les calculs ils sont simples et parlants. Notre vecteur vitesse de 2,5 cm, il est bien visible sur le schéma. Et bien évidemment, on n'oublie pas de l'appliquer au point 5, de le faire tangent à la courbe et dans le sens du mouvement. Passons au dernier exercice où nous avons cette fois un mobile autoporteur qui se déplace sur une table et les positions successives de ce mobile, elles ont été prises à intervalles réguliers grâce aux étincelles produites par le dispositif. Et ce donc toutes les 40 millisecondes. Pour résoudre cet exercice, nous allons répondre à une série de 5 questions. La première étant de donner la nature de la trajectoire effectuée par le mobile autoporteur. Ici, si on regarde bien et que l'on trace un cercle de centre haut, on va remarquer que les positions successives de notre système, elles sont alignées sur une portion de ce cercle de centre haut. Et par conséquent, la trajectoire de notre mobile, c'est un arc de cercle. Ce qui signifie par ailleurs que le mouvement de notre système, il sera circulaire. On souhaite ensuite déterminer l'échelle spatiale du document. En effet, vous n'avez pas directement la feuille où ont été repérées les étincelles, mais un document où on vous indique une distance qui correspond à 10 cm dans la réalité. Et si vous venez mesurer cette distance sur votre document, vous vous apercevrez qu'en fait, elle vaut 3,5 cm. Donc 10 cm dans la réalité, cela correspond à 3,5 cm sur votre document. En soi, cela constitue déjà une échelle, mais on peut écrire cela de manière plus simple en se demandant à quel déplacement réel correspond une mesure d'1 cm sur notre document. Et en divisant 10 par 3,5, on obtient 2,9. Cela signifie que chaque centimètre de notre document correspond à un déplacement de 2,9 cm dans la réalité. Cette échelle sera plus pratique à utiliser pour nos prochaines mesures et nos prochains calculs. À la question 3, nous allons vouloir calculer la valeur de la vitesse au point G2, G3, G4 et G5. Commençons par le point G2 et utilisons la méthode vue pendant le cours, dite du point d'après. Mesurons donc la distance entre les points G2 et G3 avec notre règle sur notre document. Cette distance, elle est de 1,1 cm. Attention, pour pouvoir appliquer la formule et calculer la vitesse instantanée au point 2, il faut diviser la distance réelle par delta t. Servons-nous donc de l'échelle établie à la question 2, à savoir que 1 cm sur le document correspond à un déplacement de 2,9 cm. Du coup, 1,1 cm sur le schéma, ça va correspondre à un déplacement réel de 3,2 cm. Nous pouvons donc appliquer la formule de la vitesse instantanée, mais n'oublions pas que pour avoir une vitesse en mètres par seconde, il faut que nos distances soient en mètres et nos temps en secondes. Procédons donc à nos conversions. 3,2 cm pour la distance, cela correspondra à 3,2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et pour le temps, 40 millisecondes, cela correspondra à 40 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ou encore, si on veut laisser en écriture scientifique, 4 fois 10 puissance moins 2 secondes. Et finalement, pour le calcul de notre vitesse au point 2, on divise 3,2 fois 10 puissance moins 2 par 4,0 fois 10 puissance moins 2. Cela revient à diviser simplement 3,2 par 4 et cela nous donne une vitesse de 0,8 mètres par seconde au point 2. Passons à la vitesse suivante, la vitesse au point 3, où nous allons cette fois mesurer la distance entre les points G3 et G4. Une fois de plus, cette distance sur notre document, elle vaut 1,1 cm. Pas besoin ici d'effectuer de nouveaux calculs ni de nouvelles conversions, ce sont les mêmes valeurs. On divise donc le déplacement réel, qui est de 3,2 fois 10 puissance moins 2 mètres, par l'échelle temporelle, qui est de 4 fois 10 puissance moins 2 secondes, et on a une vitesse V3 qui vaut également 0,8 mètres par seconde. Pareil pour la vitesse au point 4, la distance mesurée entre les points 4 et 5, elle est toujours de 1,1 cm sur notre document, ce qui correspondra à un déplacement de 3,2 cm dans la réalité, et nous aurons donc une vitesse V4 de 0,8 mètres par seconde. Et au point 5, c'est la même chose, on mesure la même distance, le calcul reste inchangé, et la vitesse V5 vaut elle aussi 0,8 mètres par seconde. On veut pour la question 4 représenter ces vecteurs vitesse avec une échelle de 1 cm sur notre schéma qui correspond à une vitesse de 0,2 mètres par seconde dans la réalité. Puisque nos vitesses elles valent 0,8 mètres par seconde, elles sont donc 4 fois supérieures à 0,2 mètres par seconde. Il nous faudra représenter des vecteurs vitesse de 4 cm chacun.
Et on rappelle que les vecteurs vitesse, ils doivent bien être tangents à la trajectoire du système et dans le sens du mouvement. Il faut donc bien tracer l'arc de cercle qui va nous permettre de tracer les vecteurs tangents et appliquer par exemple le vecteur V2 au point 2 et allant vers le haut ou vers le point G3 puisque le vecteur doit aller dans le sens du mouvement. Pareil pour le vecteur V3 qui doit bien mesurer 4 cm, qui doit être appliqué au point G3, être tangent au cercle et aller dans le sens du mouvement, donc vers G4. Le vecteur V4 également, on l'appliquera au point 4, il sera toujours tangent à la trajectoire et il ira vers le haut. Et de la même manière, on trace le vecteur vitesse V5 qui lui aussi doit mesurer 4 cm au vu de l'échelle de vitesse qui nous est donnée, puisque lui aussi il doit représenter une vitesse de 0,8 mètres par seconde. On souhaite enfin conclure sur la nature du mouvement. Et pour cela, il faut se servir des questions précédentes. En effet, à la question 1, nous avions dit que la trajectoire décrite par le mobile était un arc de cercle. Et à la question 3, nous avions calculé des vitesses à chaque point et nous avions vu qu'elles étaient égales. Et nous avions d'ailleurs représenté ces vitesses par des vecteurs vitesse de la même taille à la question 4. Donc puisque la trajectoire est un arc de cercle, le mouvement il sera circulaire. Et puisque la norme du vecteur vitesse elle reste constante, le mouvement il est également uniforme. Donc dans cet exercice 4, nous avons étudié un mouvement circulaire uniforme. Et voilà qui conclut notre deuxième séance d'exercice corrigé sur le chapitre d'écrire un mouvement, le premier chapitre de seconde qui est dédié à la mécanique.